La 5ème de couve spéciale science-fiction. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. Cette fois-ci, nous allons faire place à un nouveau top. Après la bromance, il va être question de manga et de science-fiction. Par conséquent, nous allons une fois encore disséquer, dépecer, charcuter et aimer les mangas de science-fiction incontournables. Attention, il n'y en aura que 10. Pour en parler, notre mutant télépathe, pour qui la force n'a aucun secret, c'est Robin. Salut Robin. Salut. Vous ne savez pas que je suis là. Elle vient d'une autre planète, mais on n'a toujours pas compris si c'était pour notre bien ou notre fin. C'est Julie, ça va Julie? Bah P. Moitié homme, moitié robot, moitié chauve-souris. Il vit le jour, il vit la nuit, c'est Cyber Cagnard. Je suis 3 moitiés. Oui, mais ça dépend si c'est le jour ou la nuit. Oui, ça dépend. Moi j'aurais bien aimé que tu me donnes un truc avec les médicloriens. Mi-homme, mi-chauve-souris robot. En fait, ça dépend. La nuit, il est mi-robot, mi-chauve-souris. Et le jour, il est mi-homme, mi-robot chauve-souris. Ok, c'est pas du tout plus clair qu'avant. Ouais, ça me rappelle le mi-homme, mi-ours, mi-dragon, mi-chauve-souris. Ça me rappelle le rôle pourri de super pouvoir que Robin avait trouvé, la loutre. Mais t'es ouf ou quoi? Qui a le pouvoir de manger des coquillages sur son ventre. Je vous encourage donc à écouter l'émission, le quiz super héros qu'on a fait il y a deux émissions. Voilà, puisque celle-ci, cette émission là dans laquelle nous sommes, fait suite à une première émission qui était sur la science-fiction. La SF, pardon, je vais y arriver. La SF est-elle réservée au seinen? Ouais. La réponse était oui, bien évidemment. Non, écoutez l'émission. Bon, ok, écoutez non, l'émission. peut-être. Ou peut-être, ou ça dépend. Nous ne savons pas. C'était une des 3 réponses. C'est clairement une émission d'espace-temps. Et cette fois, nous allons égrener nos mangas favoris, mais dans la science-fiction. Hashtag 5DC pour réagir sur le groupe Facebook, hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga, hashtag 5DC sur Twitter et le compte de manga.tv. On se retrouve sur Sens Critique, on se retrouve sur YouTube. Merci, n'hésitez pas à on mettre se retrouve à Gare du Nord aussi. À retweeter. Si on vous se avez retrouve un à Gare du problème. Nord de temps en temps. De temps en temps, le vendredi soir de 18 à 18h30. Voilà. Pas. Et vous aussi, donnez-nous vos mangas de science-fiction favoris et entamons ces débats qu'on a eu en préparant l'émission. Est-ce que ça c'est SF ou c'est pas SF? Et trop ça compliqué, trop et compliqué. ce manga-là, c'est SF ou c'est pas SF? Trop de bagarres, trop de bagarres. Et Nausicaa, c'est SF ou c'est... Bien sûr que oui. Autant vous dire qu'on vous a épargné cette partie du débat, mais ça peut revenir à tout moment, attention. Ouais, c'est vrai. Ce qu'on a fait donc, c'est que nous on a choisi 10 mangas, seulement 10, et on les a pas classés. On les a pas classés parce qu'en fait on est 4 et qu'il aurait été absolument impossible de nous mettre entièrement d'accord sur un classement de 1 à 10. Ça aurait fini en Battle Royale, hein, cette histoire. Bah je pense qu'on n'aurait pas fait l'émission à 4, on aurait fini à 3. Si, il y aurait eu juste moi qui aurais terminé en intervenant. Alors, ils sont morts. Mais ils sont morts pour ce top 10. Alors, pourquoi on a sélectionné ces mangas-là? Pour qui on va les conseiller? Comment on les a sélectionnés? On va tout vous dire au fur et à mesure. Mais il est important de souligner que ce sont nos choix totalement subjectifs. Bah évidemment. Aucune objectivité dans l'histoire. On a toujours été subjectifs. L'objectivité n'existe pas, sauf dans une réalité parallèle. On a mis de côté. Merci Philippe. On a mis de côté les licences. Cadic. On a mis de côté les licences. Tu vois, genre Gundam, c'est une licence. Bam, de côté. Bam. Les séries et les films d'animation. Genre Evangelion, genre c'était compliqué, mais on a dit on met de côté. Ouais. Et Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, on met de côté. Ça a été sans Psycho aucun Pass. mal. Gundam, on met de côté. Enfin voilà, on a mis quelques. En fait, on n'a pas eu trop de mal à les mettre de côté toutes les séries. Bah il a fallu prendre la décision, c'est tout. Donc même si elles ont donné des mangas, on les a mis de côté. Évidemment, comme on en a pris que 10 et on a fait des choix, certains d'entre vous vont être déçus et vont faire quoi? Ils ont pas pris Cobra?
Eh ben non, on n'a pas pris Cobra. Voilà. Non. Spoiler alerte, on n'a pas pris Cobra. Par contre, on a pris Naruto. Yeah. Les robots dans Naruto. Bah, ils ont des petits micros. Ouais. C'est des trucs futuristes un peu. Ils ont une marionnette. Il y a des marionnettes. D'autres vont dire mais non, mais ils ont zappé ce manga, mais c'est vraiment une bande d'incultes. Mais oui, on a juste fait des choix. Voilà, tout est délibéré. Voici donc nos choix, les 10 mangas dont on avait envie de vous parler et qui nous semblent totalement et si vous avez incontournables. Un problème, on s'explique à Gare du Nord. On s'explique à Gare du Nord, vendredi 18h, 18h30. Vous m'avez raconté la guerre, la terre qui tremblait, le ciel qui brûlait. Et ceux qui ont survécu, qui se sont réveillés dans un monde différent, où les forts écrasent les faibles. Mais ça ne doit pas être comme ça. On commence par le premier, le top 1, le top tout court. Celui qui est le plus à la mode, le plus dans l'actu, le plus culte, le premier manga qu'on a envie de parler. Dont on a envie de parler quand on pense à manga et science-fiction, c'est Gun. Ouais, c'est un peu le chouchou. C'est Gun, ouais. Et je vous fais l'histoire ou pas vite fait? Rapide, pitch rapide. L'histoire de Gun, c'est une dystopie. Voilà, c'est pour faire des classements, tu vois, dans les sous-catégories. Là, tu perds du temps déjà. Ouais. La Terre est au bord de l'extinction, le monde se divise entre Zalem, une ville suspendue réservée à une élite, et Kuzutetsu, autrement appelée la décharge, où la vie de l'humanité survit dans la violence. C'est là qu'on fait la connaissance de Gali, un cyborg amnésique sans corps qui va chercher un sens à la vie, qui va chercher à trouver son humanité, qui va chercher sa mémoire, qui va chercher des méchants à défoncer, des amis qui aussi. va chercher un homme à aimer, qui va chercher une douleur à calmer, des une amis souffrance à apaiser. Oh là là. C'est Gun, quoi. Ouais. C'est Gun. Mais on l'a pas mis au hasard en numéro 1. Bah non, parce qu'il est incontournable. Parce que c'est celui sur lequel on était tous d'accord en même temps. Voilà. Petite Gali avec sa tête de poulpe. Quoi? Mais oui, non mais si, tu sais que c'est un manga aquatique. Mais tu sais que pour l'auteur, il lui-même dit, elle a une bouche en forme de tête de poulpe. Mais non, ça, de cul de poule. Ouais, de poulpe. Mais ça, c'est venu petit à petit. Au début, c'est pas tout à fait comme ça, non? Ouais. Alors, au début, c'est pas spécialement dans comme le ça. Chara Design, il faut savoir que Gun, c'est un manga qui a été très long. Dans son processus de création. C'est-à-dire que il y avait un autre manga qui s'appelle Rainmaker, je crois, qui n'est peut-être même jamais sorti, que Kishiro a fait, et ses éditeurs l'ont un peu baladé pendant des années en disant vas-y refais. Ouais, c'est tout ça pour dire qu'il y avait non, pas de place dans les magazines des prévus. On lui disait attends, non mais il y a Pat Labor, juste après Pat Labor c'est toi, vas-y refais. Et refais encore. Alors ça c'est une vraie histoire, hein. On lui a vraiment dit il y a Pat Labor, donc tu dois attendre ton tour. En même temps, il était jeune à l'époque. Et il était jeune à l'époque, effectivement. Et il a le droit de se faire balader. Et finalement, il a eu sa chance dans le Business Jump, qui n'existe plus, qui est un magazine shonen économique, donc le Business. C'est les pages saumon du shonen. C'est vrai que c'est sur la vente de petits articles technologiques. Ce magazine n'existe plus. Vos saloperies de dinosaures bizarres là. Qui est peut-être devenu le Young Jump, je sais plus. Mais bref. Patiente, il y a les diplodos d'abord. Non, c'est Gun. Bref, tout ça pour dire qu'on lui a fait refaire énormément, et qu'il a passé plusieurs années avant de donner Gun, même, avant de faire Gali, mais c'est un vrai choix délibéré. C'est cette bouche pulpeuse particulière. Bah, on la reconnaît. C'est un vrai choix de Chara Design que lui va définir comme une solution pour lui donner le plus d'expression possible pour un cyborg. Bah ça et les yeux. Et ça, la taille et des yeux et les Ah merci James Cameron. Bah du coup c'est ce qui explique pourquoi il... Et son maquillage métal sous les yeux, tu sais. Oui. Il voulait qu'au premier coup d'œil on se dise elle n'est pas humaine. Elle n'est pas humaine. Et en même temps hyper humaine. Tu vois, il y a un truc qui est très ambivalent, quoi. C'est un peu le problème de la bande-annonce de Battle Alita, là, c'est que tout le monde critique les yeux, mais en soi, dans le manga, elle a des yeux beaucoup plus grands que les autres personnages. Et c'est hyper proche, voilà, de ce que voulait Kishiro, quoi. Et jamais elle n'a été sexualisée dans le manga.
Alors on a pu voir nous. Non, pas spécialement sexualisée. Mais elle n'a jamais été sexualisée. Il n'y a pas de scène de fan service avec Gali. Il n'y a pas des mecs qui fantasment sur elle dans le manga. Alors si, mais à l'obsession. Et à l'obsession morbide. Oui, mais l'obsession et l'obsession passionnelle, pas physique, tu vois, genre glauque. Le premier personnage qu'elle rencontre, le premier méchant, dont j'ai oublié le nom, qui finit en asticot. Super. Mais si, le vert. Oui, tout à fait, son premier ennemi. Le cerveau. Son premier, le cerveau. Oui, voilà. Lui est totalement obsédé par Gali. Mais par contre, moi, je trouve que c'est une référence qui revient souvent. Les personnages qui affrontent Gali sont fascinés par Gali. Et alors c'est pas le seul, hein. Il y a d'autres méchants dans Gun qui sont vraiment d'autres personnages qui sont fascinés par Gali. Alors je parle vraiment plus des méchants où ils ont ce côté obsessionnel de je suis tellement fasciné que je veux la détruire parce qu'en gros ce qu'elle a provoqué chez moi est tellement gros que je peux pas supporter cet état de fait et il faut que je la détruise. Et c'est un truc qui est aussi très particulier dans Gun, c'est comme la plupart des personnages sont des cyborgs, le seul moyen de les tuer, c'est pas de leur couper un bras ou une jambe. Ah non, c'est de les exploser, de les détruire. Et c'est pour ça que les personnages, quand ils sont au bord du gouffre, c'est un gouffre très très profond et ils sont déjà deux doigts de tomber et le gouffre est profond. C'est ça. Alors pourquoi on a choisi Gun parce que tout simplement c'est le manga, l'un des mangas les plus cultes, même tout court, hors SF pour la plupart d'entre nous. À qui on conseille? À absolument tout le monde. Pas aux enfants. Honnêtement, moi je le conseille aux gosses aussi. Mais moi je l'ai lu gosse et je l'ai lu à 12 ans et ça m'a pas fait de moi un psychopathe. Dans un côté transgressif, tu as pas un truc que un libraire te conseille avec ta maman à côté. Le truc que t'as trouvé dans la bibliothèque et que tu vas lire un peu en cachette et tout. Et tu comprends pas tout en plus. Enfin, tu comme comprends les pas tout. de ton grand frère. Au début, tu vas besoin de tout comprendre. Tu vas voir la baston par exemple. Tu vas voir le drame ou la baston. Mais moi j'ai déjà dit de toute façon ici que le premier manga que j'ai eu c'est Gun tome 2. Le tome 2. Le tome 2. Et c'est l'arc avec Yugo où elle tombe amoureuse et tout, et qui est pour moi l'un des arcs, tout manga confondu, les plus bouleversants et les plus incroyables que j'ai pu lire. Je pense que c'est aussi lié à l'âge auquel je l'ai lu, bien sûr. Mais il y a vraiment ce côté, c'est un manga qui à la fois est purement science-fiction, ça on va pas se le mentir, enfin c'est cyberpunk, la décharge, les robots et tout ça, mais qui convoque tout ce que tu peux aimer. Au niveau émotionnel, il est très très fort. D'un point de vue émotionnel, ça convoque tout. Et malgré le fait que l'héroïne soit un cyborg, tu t'attaches à tout ce qui lui arrive. Et en 9 tomes, c'est très fort. Moi, c'est l'une des choses que je trouve les plus marquantes dans ce manga, c'est qu'en 9 tomes, il a réussi à imposer pas mal de récits assez différents en fait de la science-fiction. Je pense au premier tome, on est vraiment sur un truc de Vigilant, genre le justicier dans la ville qui affronte les méchants cyborgs, qui affronte les méchants. Dans le tome 2, on est déjà passé de l'autre côté, du côté des méchants, mais on te montre qu'en fait c'est pas tout noir ou tout blanc. Dans le tome 3, t'as le Rollerball qui en plus moi à l'époque me faisait référence à Marathon Man, le film avec Arnold Schwarzenegger. Et tu sais qu'à l'époque c'est l'arc qui a le moins fonctionné au Japon dans le magazine de prépublication. C'est-à-dire que les retours des lecteurs à l'époque c'était non. On veut pas. Le Gun a failli s'arrêter au Motorball à cause du Motorball. Mais ça m'étonne pas parce que pour moi c'est exactement comme le Quidditch, tu vois. C'est genre le sport où tu te dis mais dans quel futur un sport comme ça existera, tu vois. Ça, en vrai ça ne fonctionne pas. Le sport en lui-même, je trouve qu'il ne fonctionne pas, si ce n'est, alors il a quand même créé des règles très strictes dans ce sport, mais en vrai, c'est un sport qui ne fonctionne pas d'un point de vue sportif. Ça fonctionne que d'un point de vue combat, baston, annihilation. Ça fait un peu penser à Bilal avec dans sa saga Immortel, tu vois, il fait des trucs où il y a des mecs qui se fight. Des sports il invente les sports du futur. Le chessboxing, tu dois faire des échecs et puis après tu te fous sur la gueule. Et malgré tout, quand tu prends l'animé, la partie la plus adaptée dans le seul OAV qu'il existe de Gun, c'est super. C'est le Rollerball. C'est dynamique quoi. En termes d'animation. Et le vrai regret de Kishiro, c'est de pas avoir plus bossé ça. Et il espère que dans le film,
puisque Gun va donc adapter au cinéma, ça va sortir au mois de février. Ça va sortir un jour. Il y en a qui peuvent plus d'attendre là. Et on peut d'ores et déjà vous annoncer qu'on va faire une émission dessus. En fait, on va faire une émission sur Two Gun et sur le film, dont le film évidemment. Film donc dont les droits ont été acquis par Cameron il y a très très longtemps. Ouais, une option il a posé il y a très longtemps. Et il a gardé les droits, il attendait d'avoir la technologie nécessaire pour le faire. Finalement, il a fait quand même Avatar et il a confié ça à Robert Rodriguez. Le film sort au mois de février. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Gun, que c'est de la hard SF? Parce que c'est le genre ultime de la SF. C'est-à-dire, il convoque vraiment tous les genres, que ce soit le cyberpunk, la l'anticipation, parce que ça se passe sur notre bien sûr, la SF de baston, même si c'est pas un genre qui s'assume, mais c'est un genre de manga de SF, le manga a créé, vraiment le manga de baston pur. C'est un manga qui est humaniste aussi. C'est un manga sur la révolte, c'est un manga sur l'oppression. Enfin, c'est un manga qui convoque toute la partie politique est incroyable, et le pire c'est que Kishiro ne s'en rendait pas compte quand il le faisait. Non, mais bien évidemment. Il s'en est rendu compte qu'à partir de Last Order. Mais tu le sens tellement qu'il a fort fait Gun vraiment en fonction de ce qu'il voyait. Je veux dire, tu vois tellement une jonction entre la sortie des films de référence et lui ce qu'il a reproduit dans le manga. Je dis pas qu'il a rien créé, mais tu sens qu'il y a un petit côté reproduction de j'ai bien aimé ça, je vais le reproduire. Des exemples. Mad Max. Mad Max c'est un vrai exemple. Il a adoré Mad Max. Quand tu vois les punks de Gun et les punks de Mad Max, t'en as qui se ressemblent totalement. Rollerball, tu vois, c'est une référence directe à Motorball. Je pense qu'un Justicier dans la ville, moi je reste persuadé que c'est une référence directe du premier arc. Bah t'as du Blade Runner. Le côté est-ce que les robots ont une conscience et tout. Enfin, je pense que c'est un gars qui a réussi à canoniser une époque de science-fiction. En fait, c'est ça fait partie de ces œuvres rares qui atteignent ce qu'on appelle le zeitgeist, c'est l'air du temps, quoi. Tu vois, il est vraiment, il est dedans. C'est un manga. Tu peux le savoir qu'après, mais il est arrivé. Et pour la petite histoire, on parlait de Mad Max. Donc lui s'est inspiré en partie de Mad Max. Mad Max le dernier, le Fury Road. Il est inspiré. La scène du train, je sais pas si vous avez des souvenirs, la scène du train, c'est une scène qui est limite copier-coller du tome 6 de Gunm. Ah ouais. Et la boucle est bouclée. Et reconnu, revendiqué. Revendiqué du côté des auteurs réalisateurs de Mad Max. Oh, carrément. Mais ça m'étonne pas. C'est un je sais pas comment on peut appeler ça, un manga univers, tu vois. C'est un manga qui et pourtant tu vois tellement précisément les références, ça ne t'empêchera pas de dire que c'est une œuvre originale. Rendez-vous dans 3 mois pour une émission entière sur Gun. Et on est déjà chaud. Robert, on t'attend. Aujourd'hui, 73% de l'humanité s'est adaptée à l'ère des cyber-améliorations. Vous voulez vraiment être à la traîne? Mon peuple s'ouvre aux cyber-améliorations autant que moi. Mais personne n'est conscient des risques, des conséquences sur l'individualité, l'identité. Quand on commence à jouer avec l'âme humaine. Maintenant, on parle de Masamune Shirow. Oui. Appleseed, Ghost in the Shell. Là aussi, c'est une évidence. C'est une évidence de mettre. Enfin, on a fait le choix de mettre et Appleseed et Ghost in the Shell en même temps, de mettre le combo, le Shiro Time ensemble. Le Kashiro Time. Parce que Masamune Shirow, lui aussi, il a inventé, posé des bases dans la SF avec Appleseed. On était. Je vous fais le pitch. Allez, on te sent chaud sur les pitchs. 3ème guerre mondiale, une partie de la Terre est ravagée, les nations se reforment, des groupes épars d'humains survivent dans des villes en ruine par-ci par-là, c'est la galère. On y rencontre donc Dunan et Briareos. Dunan, c'est une femme normale. Briareos, c'est un cyborg. Vous voyez le film Chappie ? Oui. Et bah alors du coup dans Chappie ils sont totalement inspirés de Briareos pour le faire. Bref, il ressemble à ça. Une femme et un cyborg, 2 ex-commandos qui se retrouvent dans une cité artificielle qui s'appelle Olympus, qui est symbole de la nouvelle paix et qui veut essayer de réunir toutes les nations du monde. On est en train de perdre Cagnard là, excusez-nous. Il est pas cybernisé. Je l'ai pas lu celui-ci, alors je vais tousser. Bref, mais en tout cas un monde en reconstruction qui n'est absolument pas calme du tout. Et cette cité Olympus n'est absolument pas nette du tout. On est face à une société super oppressante, face à des humains en plein mal-être, à des humains drogués. Drogués, mais aussi le mal-être des humains face aux humains améliorés.
Ah ouais. Oui, les injustices, une espèce de forme de déclassement, les injustices de. Oui, c'est ça. Moi, je suis inférieur aux autres parce qu'eux, ils sont augmentés. Moi, je suis un vrai humain. J'aimerais être considéré comme les autres, mais eux, c'est de la triche. Ils ont été améliorés, et ainsi de suite. Mal-être face aux robots, évidemment, enfin aux robots et aux cyborgs, le manque de confiance. Quelque part, on retrouve des thématiques qui sont vachement plus proches de la SF telle qu'on se l'imagine dans la littérature. Oui, très très. Et on a les OGM. L'Apple Seed, le pépin de pomme qui est rond, tu vois, contrairement à un vrai qui a pépin. été transformé. C'est ça, qui est un symbole et de la guerre et de la liberté et de la paix. Donc grosse portée écologique, les modifications génétiques sont au milieu de tout ça. Et puis beaucoup d'adaptations, beaucoup de films, beaucoup d'OAV sur Apple Seed, qui est une des séries les plus adaptées, comme Ghost in the Shell au final. Ghost in the Shell, parce que j'ai l'impression que Ghost in the Shell, on est plus face à une série animée qu'un manga quand on en parle autour de nous. Limite un film en fait, un film animé, je veux dire. Un film qui a permis de comment on dit, démocratiser ce style-là, quoi, le cyberpunk, et qui a été Mamoru fer Oshii de lance. qui a réinventé le manga de Chihiro, quoi. Carrément, parce que je sais plus si c'est le premier ou le deuxième, mais il y en a carrément un qui était à Cannes et tout. Enfin, je veux dire, c'est vraiment déjà une œuvre qui a d'une part je crois que je me souviens encore du journal de France 2 en train de faire un sujet sur la sortie au cinéma de c'est vraiment un truc qui a non seulement décloisonné l'animé et en a fait un truc accessible à tous, et en plus à parler du cyberpunk et de la SF et à tout le monde, quoi. Mais en revanche, le manga est beaucoup plus complexe que l'anime. Il faut s'accrocher. Il est complexe. Il y a des notes de bas de page qui sont assez costauds. Il y a des notes de bas de page qui sont plus longues que la page en elle-même. Ghost in the Shell, si vous en avez jamais entendu parler, c'est possible. Manga cyberpunk qui se déroule aux alentours des années 2030. Le personnage principal, c'est une cyborg, c'est Motoko Kusanagi. Major Kusanagi. Elle fait partie d'une section d'élite anticriminelle, la section 9. Et il est question en partie de la traque d'un cybercriminel connu sous le nom de marionnettiste. Le Puppet Master. C'est ça. Ce cybercriminel qui prend le contrôle de l'esprit humain par l'intermédiaire du réseau numérique mondial. Une sorte d'évolution d'Internet. À l'époque, ça n'existait pas. Là aussi, on a tout. Mais quelque part, tu vois, entre ça ou Apple Seed, tu vois déjà que Shiro, c'est vraiment un espèce de nerd dans le sens où il est hyper précurseur dans tout ce que. Enfin, il est hyper déjà au courant de ce qui se passe à l'heure où il a écrit ces trucs et de ce qui allait se passer dans le futur. Enfin, pour Internet, les réseaux. C'est ça, la façon dont il envisage le réseau du futur dans Ghost in the Shell, c'est impressionnant. Mais encore aujourd'hui, on est quoi, 20 ans, il a 30 57 ans, il a 30 ans, 30 ans après Ghost in the Shell, de dire que c'est encore aussi aussi lucide d'avoir vu ce qu'allait devenir le réseau, alors qu'à l'époque ça existait même pas, quoi. Attention, parce que c'est 2030 l'époque où il situe son action. Oui, bon, peut-être que 2030 ne ressemble pas. Ça, c'est le principe des récits de SF, c'est qu'en général les années ne correspondent jamais, mais en tout cas c'est devenu une référence du cyberpunk. Ah bah oui. Il a imposé énormément de choses. Cette importance du réseau, lui aussi, il a finalement posé dans ce cyberpunk-là. L'intelligence artificielle l'intelligence artificielle qui nous dépasse. Enfin, il y a plein de thèmes qui sont complètement à la fois qui existaient déjà, puisque dans la littérature d'Asimov tu trouvais déjà tout ça, mais qu'il a incorporé dans un univers beaucoup plus actuel avec le réseau, quoi. Surtout, il leur a donné une image. Aussi, c'est ça, parce que Asimov, ça reste son imagination, et là il l'a mis en image. Que ce soit Major Kusanagi, effectivement, ou du nom Ebriareos, et on a l'image en tête. La vision de la ville du Neo-Tokyo et tout. Elle est incroyable. Non, pas Neo-Tokyo, ça c'est Akira, mais je veux dire, tu vois. Et alors Masamune Shirow aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il continue de dessiner. Et il ne fait que du manga, que des filles, que du manga hentai quasiment. Parce que ça, non mais. Mais est-ce qu'il y a toujours des machines? Parce que Gun, ça vend. Non mais Gun, tout à l'heure on disait qu'elle n'était pas sexualisée, et là c'est ça qui est un peu dommage dans l'œuvre de Shiro, c'est que c'est quand même. C'est un peu plus sexualisé, effectivement. Il aime bien dessiner les filles. Voilà, en tout cas, on a choisi, c'était une évidence. On ne pouvait pas faire un top 10 incontournable sans parler de Apple Seed ou de Ghost in the Shell, sans parler de Shiro. On vient d'en placer 2 d'un coup. Là, on triche un peu. Soyons honnêtes. On vient de tricher. On vient de tricher. Ouais, voilà, on le dit.
fabrique pas un robot pensant aussi facilement que ça. Oui, je sais, monsieur le ministre, je sais que j'en suis à mon 4e échec, mais je suis sur la bonne voie et je vous promets des résultats probants pour la fin de la semaine. Oh, papa, ça ira mieux la prochaine fois. Ah, je voudrais bien te donner raison, mais chaque fois que je semble approcher du but, mes expériences se soldent par un échec. Tu t'acharnes à créer un robot adulte. Pourquoi pas un robot enfant? Un robot enfant? Mais oui, voyons, comment se fait-il que je n'y ai pas pensé? Passons au suivant, je suis sûr qu'on va absolument pas tricher. Astro. Ça va être de pire en pire. Atome, comme on dit, le petit Astro. Astro, ça c'est une évidence. Le gentil Là robot. aussi, c'est incontournable. Est-ce que tout le monde connaît l'histoire de base d'Astro? Parce qu'en fait, ça a été vu et revu plein de fois. Je pense qu'on la connaît, mais j'aimerais bien que tu me la racontes. Est-ce que tu nous la raconterais pas? Alors, Astro, on est dans un monde futuriste dans lequel robots et humains coexistent. Là, vous me suivez? Oui. Astro est un robot qui a été créé par le docteur Tenma pour remplacer son fils qui est mort dans un accident de voiture. Mais le docteur classique. Le docteur Ça Tenma. nous rappelle quelqu'un. Le docteur Tenma a donc fait Astro à l'image de son fils et l'élève comme son véritable fils, comme Tobio, le nom de son fils. Mais il réalise qu'un robot ne peut pas combler le vide que Tobio a laissé et il rejette Astro et finit par le vendre à un directeur de cirque. Pinocchio. Ah mais c'est vrai. Un peu plus tard, on s'aperçoit qu'Astro était doté de pouvoirs hors du commun et d'une capacité exceptionnelle à se battre. Il va alors se mettre à combattre le mal, le crime et l'injustice après avoir été recueilli par le docteur Ochanomizu, qui lui est le docteur gentil. Ah bah oui. Contrairement à Tenma qui est le docteur méchant. Voilà, la plupart des ennemis de Astro sont des robots qui haïssent les humains et qui sont devenus totalement fous. Ce qui fait une belle. On a encore un repère du cagnard. Hein. C'est une façon de parler du racisme aussi. En partie, ouais. C'est quand même lucide quand on sait que c'est quoi? C'est fin des années 50. C'est ça. Ouais, c'est. Milieu des années 50, ouais. Et il y a une partie. Et surtout, c'est devenu culte. Ah bah, oui. Dans le monde entier, et l'imagerie d'Astro elle est posée. Elle est là. Maintenant, c'est une icône. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu du mal à la sauvegarder, enfin la remettre d'actualité. Comment ça? C'est-à-dire que l'image d'Astro, alors je sais que ça n'a rien à voir avec l'image qu'ils ont au Japon et qu'on a en France, mais j'ai l'impression qu'en France, Astro, ça reste ringard. Ça reste un dessin animé, tu vois, qui date. Attends, mais c'est le premier dessin animé. Non, mais attends, je te parle pas de l'historique véritable. Feuilletonnant, quoi. Je te parle de l'image qu'on a. Ils ont refait plein de dessins animés plus récents. Il y a même eu un film très récemment. Des films d'animation, il y en a eu très récemment. J'ai l'impression qu'il y en a aucun qui marche. J'ai l'impression que ça galère un peu. Ils n'ont pas fait un Mickey Mouse, quoi. Ils auraient pu en faire un Mickey Mouse. Voilà, pour moi, limite, Astro, ça devrait être Mickey Mouse, tu vois. Ouais, mais c'est pas possible parce qu'il est humanoïde en fait. C'est aussi le cas de Mickey Mouse. C'est une souris qui marche sur ses deux. C'est un peu le principe. Non, mais je sais pas quel genre de souris t'as chez toi. En revanche, c'est encore différent, tu vois, c'est une caricature, alors que là, enfin, je sais pas, c'est. En revanche, là où Astro robot, quoi. est toujours aussi moderne, c'est dans la tête des créateurs. Voilà, ça par contre, c'est complètement différent. Parce que qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui, un de nos mangas favoris, je pense, autour de cette table, Pluto. Bah ouais. Pluto de Naoki Urasawa. Et pas le chien de Mickey. Non, Pluto de Naoki. Super. Arrêtez avec Mickey. Pluto de Naoki Urasawa, c'est un de nos mangas cultes. Entre nous, moi c'est assez simple. Et c'est une vision particulière d'Astro, une version thriller d'Astro. Moi c'est mon bouquin préféré de Urasawa. Bah moi aussi. Alors que j'adore 20, j'adore Monster, tu vois. J'ai beaucoup aimé Billy Bat, mais plutôt je trouve qu'il a une atmosphère. Déjà il a réussi à faire un récit. Non, pas en 5, en 8. 8. Non. Ouais. Il a réussi à faire un récit en 8 tomes, c'est déjà pas mal. Oui, c'est un vrai challenge pour lui. Mais là par contre, on est dans une vraie réappropriation de l'œuvre d'Astro Boy où il n'est pas le héros. Enfin, non. Il le devient. Enfin, il va le devenir au fur et à mesure. Mais ce n'est pas le héros. On va suivre principalement l'inspecteur Gazich. Alors le pitch de Pluto, il est assez simple. On est dans un univers où les humains et les robots cohabitent ensemble. Il y a bien évidemment les trois lois de la robotique qui font que les humains, les robots ne peuvent pas, tirés de Asimov, ne peuvent pas attaquer les humains. Et patatras, merci iRobots, Will Smith entretient. Un robot attaque des humains. Donc on va se demander qu'est-ce qui a bugué chez ce robot. Mais ça c'est aussi le pitch de base de Astro, parce qu'en fait vraiment dans Astro de base, tous les méchants, la plupart des méchants que Astro combat sont des robots qui ont pété un câble. Ouais. Oui, mais alors en plus
Pluto est une adaptation d'une histoire précise de Astro, d'un arc qui s'appelle le robot le plus fort du monde. Qui est donc Pluto. Qui est Pluto. Ouais. Et donc on va vraiment suivre l'inspecteur qui est aussi un cyborg. Le manga s'ouvre avec lui et il va justement sur le lieu du premier meurtre et il va enquêter et il va interroger le premier robot qui a assassiné un humain. Et à partir de là, on va aller à la découverte de ces robots qui se rebellent contre les humains. Donc c'est très clairement une grosse référence à Blade Runner, à Philippe K. Dick. Par oreille interposée, j'ai entendu dire Kurosawa a dit que Ridley Scott lui avait fait une référence dans Blade Runner. Je sais pas dans quel état il a dit ça, mais j'ai un petit doute. Mais voilà, moi j'avoue que c'est un de mes mangas absolus. Plutôt oui, et il y a Atom aussi qui est beaucoup plus récent. Donc le manga qui s'appelle Atom. Là on est sur du shonen. Là on est sur la question de l'identité. L'identité, de la quête d'identité du robot. Tu sais le principe de Pluto aussi. De toute façon, tous les récits de robots qui s'inspirent des bouquins d'Asimov, Isaac Asimov, donc l'auteur qui a créé la loi de la robotique, les 3 lois de la robotique, ou de Pinocchio, mais bon, peut-être qu'Asimov s'est inspiré de Pinocchio, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que Gepetto a jamais dit à Pinocchio, c'est qu'Isaac Asimov, il a quand même établi 3 lois qui s'inscrivent dans un univers de fiction, qui est un univers de science-fiction sur les robots, qui sont aujourd'hui des lois qui sont tellement parfaites, imaginées de façon tellement parfaite qu'elles sont même interprétées et envisagées par les vrais créateurs de robots. Pour tout ce qui est intelligence artificielle, ça fait partie des codes qu'on leur impose. Parce qu'en fait, elles répondent elles permettent à la fois de cadrer l'action des robots. Donc je peux les décrire les lois, bien sûr, si les gens sont pas. Donc la première loi, c'est un robot ne doit pas faire de mal à un être humain. La loi numéro 2, c'est un robot doit obéir à un être humain sauf si ça contredit la première loi. Et la troisième loi, c'est un robot doit protéger sa propre existence sauf si ça contredit les 2 premières lois. Et elles sont parfaites. Et à partir de là, ces 3 lois font que tu peux faire aux robots tout ce que l'humanité a envie de leur faire. Sauf qu'évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les robots vont transgresser ces lois qui semblent parfaites. Et les transgresser sans les transgresser. Comment dans Atom, on voit aussi très bien dans le nouveau manga Atom, on voit très bien comment le robot essaye d'acquérir une âme, d'essayer de se considérer, de trouver une personnalité, une humanité. C'est ça. Mais comme Astro aussi dès le début. Mais soyons d'accord. Moi je reviens 2 secondes sur Pluto. Et je vais un petit peu spoiler dans tous les cas. Mais tu suis le tome 1, tu suis le détective, qui est sur son enquête et qui est en plus assez humain, il prévoit des vacances avec sa femme. Prononce le nom un peu. Gietrich. Ça fait 5 fois qu'on le dit, vraiment t'écoutes rien. Je l'écoute pas du tout. Mais je me souviens vraiment de ma première lecture de Atom. De Pluto, pardon. Et putain, les 3 dernières pages. Le premier. Il y a Astro qui arrive. Et Astro, il est en train de. Astro, c'est un enfant qui a un kawaii. Son petit cartable. Il a un kawaii et il est en train de regarder des escargots. Non, il pleut, Il pleut et il regarde des escargots. Mais c'est un des moments les plus magnifiques que j'ai vu dans le monde du manga. Il y a des planches superbes. Il y en a même une. Enfin, ça, c'est un interchapitre, je crois, une double page où tu vois un tableau, mais un tableau de physiciens, de chercheurs avec plein de formules. Et où tu vois Astro qui est accroupi devant en train de regarder un truc par mais qui a vraiment un côté très enfantin. C'est un enfant, quoi. C'est un enfant en culotte courte. Mais ultra fort et ultra intelligent. C'est parce que Urasawa, il a réussi à lui redonner sa sensibilité d'enfant. Je pense. Mais il l'a bien réinterprété et que ce soit donc Astro le premier, de Tezuka, Atom ensuite, et puis donc Pluto. Effectivement, c'est. De toute façon, les 3 sont à lire. Hey les gars, c'est incroyable. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Nous aussi, nous irons poser notre drapeau sur la Lune. À 11h56 minutes et 20 secondes, ce matin du 21 juillet 1969, grâce au courage de 3 astronautes, le capitaine Armstrong, le lieutenant-colonel Collins et le colonel Aldrin, l'humanité a enfin posé le pied sur la Lune. Moi aussi, un jour, j'irai sur la Lune. Oui, un jour, j'irai sur la Lune. Ouais.
On va rester sur Urasawa. Si je vous parle de 20th Century Boys, eh ben les enfants. Est-ce qu'on le met dans les incontournables de SF? Bah, c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est marrant, c'est que. Pourquoi c'est de la SF? En soi, quand tu y réfléchis bien à 20th Century Boys, il y a tous les éléments qui font que c'est de la SF, mais ça te vient pas forcément à l'esprit tout de suite, tu vois, parce que c'est tellement ancré dans le réel. Enfin, c'est vraiment du réel finalement. Il y a pas de. C'est ça toute la magie, hein, 20. Il y a pas d'anticipation des technologies du futur, tu vois. Il y a peut-être un robot à un moment donné. Non, mais même le robot, c'est un fake. Exactement, voilà. Le robot, c'est un fake. Donc du coup, c'est un récit de science-fiction. On s'emballe un peu. Peut-être qu'il faudra un petit pitch de 20th Century. Pardon, vas-y. Ok. Parce que là, on vient de se lancer tous les deux. On était en mode, mais le robot, c'est un faux. Vas-y, Century Boys, un manga de Naoki Urasawa. Un manga qui se déroule sur 2 plans. D'abord 1969. Ouais. Un groupe d'enfants se retrouve régulièrement dans une base secrète, c'est les bases secrètes des enfants quoi. Et ensemble ils inventent une histoire de science-fiction qui raconte la destruction de l'humanité par une organisation maléfique à laquelle ils s'opposent pour finir en devenant les sauveurs du monde. Les héros. L'année de l'exposition universelle au Japon Osaka. Et l'année où l'homme marche sur la lune. Oui, aussi. Oui, il y a une très belle scène d'ailleurs dans des petits devant la télé. 1997. 28 ans plus tard. Un des enfants du groupe, Kenji, se retrouve impliqué malgré lui dans des sombres desseins d'une secte apocalyptique dirigée par un certain Ami, ou Tomodachi. Mais qui est ce Ami? Probablement un ancien copain de Kenji, mais lequel? Un des petits qui était dans la base secrète, probablement. Peut-être. Et qui a récupéré le bouquin. Et qui aurait récupéré le bouquin dans lequel ils ont inscrit tous leurs plans toutes leurs prédictions de fin du monde. La fin du monde a été donc créée 28 ans plus tôt. Est-ce qu'elle va arriver? Est-ce que Kenji va réussir à empêcher cette fin du monde? Et qui est ce diabolique petit copain méchant? Ami. Ouais. Tomodachi. Ouais, et enfin, je sais pas, j'étais en train de me dire, mais il y a aussi. En fait, il y a un stade intermédiaire où on voit les débuts d'Ami. Ah mais oui, il y a plein de... Après c'est plus compliqué. Je fais le pitch en 2 minutes. Il a fait un pitch avec 2 timelines. Yes. Il y en a plus. Mais ça démarre avec ces 2 timelines. À peu près. Un vrai récit d'anticipation. C'est quoi l'anticipation dans la SF? Ça veut dire qu'il n'y a pas de science? Ça veut dire que quoi? En fait, en soi, on imagine ce qui est possible avec les connaissances actuelles. Ouais, voilà. L'anticipation, normalement, c'est ça. Là où 20th Century Boys, c'est très ambigu. C'est que on n'est pas sur de l'imaginaire, de s'imaginer le futur en fonction avec des voitures volantes, de nos connaissances scientifiques actuelles. On s'imagine le futur si jamais un personnage diabolique s'était emparé de telle ou telle connaissance, mais pas forcément technologie, c'est juste il y a le côté pandémie, il y a le côté attaque bactériologique, la propagande, l'utilisation des médias, mais tout ça, c'est vrai que c'est des éléments très rationnels, très tangibles. Donc c'est pour ça que le 20th Century Boys, il est à la frontière, et c'est pour ça que c'est un manga déjà super bien, mais en plus vachement intéressant à analyser, parce que, en tout cas d'un point de vue du prisme de la science-fiction, parce que il nous fait nous remettre en question sur ce que c'est que la science-fiction finalement, parce que il représente aussi un désespoir de toute une génération, c'est celle des 68 hard rockers, que ce soit japonais ou mondiaux. On les voit dedans, tu vois. Et comment justement t'avais des idéaux quand t'étais gamin. Ouais. Et si quelqu'un de mal intentionné s'en empare et en fait quelque chose de mal, tu vois, Mais moi, ça fait écho à l'émission qu'on a faite sur la question du seinen et de la science-fiction, mais ne serait-ce que 20th Century Boys, c'est une réponse en soi. C'est l'œuvre d'un... Enfin, ça part d'une idée d'enfants dans les années 70 qui veulent imaginer leur futur et qui donnent plus tard une œuvre, finalement, de science-fiction, mais qui impacte mondialement, finalement... mais qui est quand même un seinen. Mais sachant que c'est une histoire qui a été... Sachant que c'est une histoire qui a été écrite à l'époque dans laquelle on est arrivé, enfin dans laquelle les gamins des années 70 auraient voulu arriver, tu vois, donc c'est ça qui est... c'est entre l'Uchronie qui peut faire aussi que c'est un récit de science-fiction, en fait. C'est la narration du manga en lui-même. Après il n'y a pas de voyage temporel, c'est juste un récit avec des temporalités différentes. Il y a une possibilité de voyage. Alors il y a une possibilité, mais en vrai il la prend jamais à bras le corps comme un récit temporel. Pour moi c'est en ça que c'est le pur récit uchronique, c'est-à-dire on part d'un fait, on part d'une réalité plausible, d'une réalité existante,
Et c'est même pas on imagine un futur proche, c'est qu'on fait semblant que ce futur proche arrive. C'est là pour moi que c'est encore plus pernicieux, encore plus vicieux. C'est que et si un fou prenait le gosse de n'importe quel le cahier de n'importe quel gosse et en faisait une théorie véritable. Alors je suis désolé, mais moi j'ai toujours fait un gros rapprochement avec les idées de scientologie, tu vois. Bah c'est Raël. Hein. Oui, puis il y a eu des sectes à l'époque. Côté secte, oui, mais il y a eu des vraies sectes à la l'époque secte au Japon aussi. Voilà. Ça, c'est c'est le manga qui m'a fait louper mes examens de deuxième année. Ça c'est un vrai fait, tu vois. On me les a passés pendant mes épreuves. Donc si jamais dans une uchronie Cagnard n'avait pas lu 20th Century Boys, il aurait eu son diplôme sûrement un pas an là, plus tu tôt. tu serais pas là. Parce que c'est marrant, c'était un manga qui m'intéressait pas du tout. Quand je le voyais en librairie, tu sais, à la couverture, il m'intéressait pas du tout. C'est un pote qui me l'a passé pendant des examens, et je peux vous dire que mes examens de civilisation anglaise, vous êtes je restés les ai amis loupés. Ah bah bien sûr on est restés amis. Attends, un mec qui te fait lire 20th Century Boys, si c'est plus ton ami, c'est que t'as un problème perso. Mais il te fait louper tes examens. Suivant. Manga Ah ouais, suivant. T'es vraiment une bonne élève toi. Je suis en quête d'humains porteurs d'un terminal génétique. Dans un lointain futur où la technologie est devenue incontrôlable, le destin de l'humanité dépend d'un voyageur solitaire. C'est le manga de cette fin d'année aussi. Ouais. C'est Blam. Oui, Blam. Et Tsutomu Nihei, artiste qui va venir, auteur qui va venir en France. Oh, youpi. À l'occasion, danse de la joie. À l'occasion du festival d'Angoulême, ça sera à la fin du mois de janvier. Donc Nihei, c'est l'auteur de Night of Sidonia. C'est l'auteur de Blam, Apozyms, de Bioméga et la plus récent de Apozyms, c'est la planète des marionnettes. Merci. J'avoue que le sous-titre est stylé. Ah bon? Bah ouais, moi je le trouve très stylé. Ouais, les marionnettes sont stylées aussi. Ah oui, non, mais le sous-titre, le manga est stylé. Non, mais ce mec est stylé. Arrêtez. Le mec est stylé. Donc, Nihei, c'est l'auteur de Blam. Blam, vous en avez aussi probablement entendu parler comme l'un des mangas incontournables et cultes dans la SF. Et un animé aussi. Il y a eu un animé, oui. C'est vrai. Il y a eu un film aussi très récemment sur Netflix. Il marche plutôt très bien. Incroyable. De quoi ça parle? C'est compliqué. Ouais, vas-y. Allez, Max. J'aurais pas voulu être la personne qui a résumé ce manga au moment où il est sorti. Killy, c'est le héros. Ouais. Non, là jusqu'ici ça. C'est le personnage. Bah voilà, je m'arrête là. Et encore, je pense que Killy, c'est juste une interprétation. Parce que le personnage principal, c'est finalement le dédale du monde dans lequel c'est l'amitié. C'est l'amitié, l'effort. Donc Killy vit dans un monde apocalyptique, dans une sorte de labyrinthe dédale. C'est urbain. Ultra urbain. Ouais, c'est ultra urbain et c'est une sorte de tour géante de plus de milliers et milliers d'étages. C'est Zored. Ouais, c'est ça. Je crois même qu'à un moment donné, il est question de la taille, tu sais, ça fait la taille de la ville dans laquelle il vit fait la taille d'un système solaire. Oui. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que c'est pour placer le truc. Voilà, pour faire leur qui est la plus grosse. Killy, c'est une sorte d'enquêteur à la recherche de gènes très spécifiques qui lui permettent de se connecter au réseau. Alors pourquoi il doit se connecter? C'est tellement compliqué. Non, mais il y a un réseau. Il cherche des gènes qui permettent de se connecter au réseau. Dessus. Voilà. Bah, on peut s'arrêter. Il rencontre. Puis des fois il croise des mecs et il les défonce. Et c'est vrai qu'il a vraiment la gâchette facile. J'ai lu les 2 premiers volumes là. C'est oulala. Et plus tard il va rencontrer Shibo qui est une scientifique qui se propose de l'accompagner. Puis donc ils vont faire face à des silicates, à des sauvegardes, à d'étranges créatures dans une sorte de guerre technologique. Putain, ça fait trop peur quand il sauvegarde les sauvegardes de la PlayStation 1 et tout. Ta memory card. C'est un monde où on ne fait pas de prisonniers. J'ai plus de place. On tue ou on meurt. Voilà. Ah ouais, non, il n'y a pas de prisonniers, il n'y a pas d'entre-deux. Enfin, si, parce que en fait, moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est en fait, c'est quelqu'un qui est complètement désincarné, quoi. Oui, puis il est lui-même un peu modifié génétiquement, mais pas entièrement. Donc il a encore les gènes. Enfin, les derniers ce que gènes je veux dire, c'est nécessaires. que le manga n'a rien d'organique. C'est du béton, du fer, des matières dures. Tout est sur la ligne en plus. Tout est sur des lignes de force, des lignes de fuite. Architecte. À la base, il est architecte, effectivement. L'auteur est architecte. C'est un des derniers auteurs qui travaille sans assistant. Ah waouh. Ce qui peut expliquer plein de choses aussi. Bah ouais, non, c'était déjà le cas sur Blam. C'était déjà le cas sur Blam, ouais. Alors Blam se prononce Blam, parce que c'est Blam avec un point d'exclamation, qui est un onomatopée. Voilà, tout simplement.
Blam, ça commence. En fait, la première page, c'est écrit peut-être sur Terre, peut-être dans le futur. Démerde-toi. Mais c'est ça. J'adore ça. Ouais, mais moi, c'est ça que je trouve génial dans Blam, c'est que c'est. Enfin, tout est dans l'univers qui est décrit graphiquement en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune et donc là t'as vraiment une pure œuvre graphique, donc une pure œuvre qui est faite pour être un manga quoi. Et tout ce que tu vas découvrir ne va l'être que à travers le dessin et ce qui va t'être montré. Et surtout quoi. à l'époque, parce qu'on parlait d'Apossims, par exemple, sa dernière série, qui est pour moi beaucoup plus épurée. Et oui, là, en termes de dessin, ouais, carrément. Dans les premières œuvres, c'est les années 2000, 1999, quelque chose comme ça. Et il était dans des noirs, des tranchés, des contrastes vraiment forts. Il avoue lui-même qu'il s'est assagi en fait. Mais en même temps, c'est marrant parce que même dans déjà dans Blam, tu retrouves un truc. Alors après, peut-être c'est moi qui surinterprète ou quoi, mais tu retrouves déjà des éléments proches de ce que fait Mobius, ce que faisait Mobius en science-fiction. Une de ses références. Qui est forcément une de ses références, mais je veux dire, Mobius, il est dans un trait très épuré aussi, et je pense que. Il y a de la couleur. Je pense que Mobius, il a réussi à atteindre une espèce de grâce graphique que. 99,9% des dessinateurs à l'heure actuelle voudraient retrouver, qui est justement cette épure totale et qui en même temps dit tout, tu vois, genre il y a rien, quelques traits qui disent tout. Mais ce qu'il faut dire sur Blam, c'est que c'est une œuvre qui est compliquée à prendre en main, malgré tout. Très peu de dialogue. Ah ouais. Il y a des pages entières, il y a rien. C'est pessimiste à mort. L'auteur, tu vois qu'il était totalement anarcho-punk. Ah bah là, oui, là, c'est du nihilisme. Il y a de l'ultra-violence. C'est pessimiste comme jamais. Et puis tu sais pas où ça va, et à la limite tu t'en fous d'où ça va. Tu veux juste suivre le perso et voir ce qui va lui arriver. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'il a fait un one-shot aussi qui s'appelle Noise. Qui est un préquel à Blam. Voilà, qui est en fait un préquel, et on apprend par exemple les débuts en fait du moment où la rhizosphère a complètement pété un câble et commence à dégénérer. Et c'est incroyable de voir aussi la pureté des visages qu'il fait pour les créatures comme les silicates. Enfin, qui ressemblent un peu à des personnages dans j'ai oublié, continue. Bah alors, qui sont vraiment des persos et complètement biomécanique quoi. Enfin, ça fait vraiment penser à Geiger qui a créé Alien, qui sont dans des univers comme ça. Il va se revendiquer effectivement de Geiger au niveau d'Alien. Il va se revendiquer aussi de Asher. Oui, pour les escaliers qui montent, qui descendent. Les perspectives des escaliers, des dalles et des délires de perspectives. Effectivement, ça fait tout de suite penser à Asher. Ouais. Alors juste pour finir sur Nihei, Blam va ressortir en France, réédition. Il ressort là sur cette fin d'année, donc réédition aux éditions Glénat. Sa nouvelle série Apossims et la planète des marionnettes. Merci. Planète des marionnettes. J'avoue, elle est pas mal. Hein. Le tome 1 là, il est vraiment pas mal. Mais moi, franchement, grosse différence, c'est que là où c'est très très sombre, très noirci, très gratté dans Blam, là il y a aucune trame. Non. Pour moi, la différence, elle est autre, c'est que là, on comprend de quoi il parle. Non, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a toujours. On ferme le débat tout de suite. Voilà. Mais bon, bref, et graphiquement, il va plus retrouver ce Moebius épuré dans Apossims. Et limite un truc Miyazaki-esque de Nausicaa. D'où ça vient ça? Genre il met des gouttes loli quoi. Mais d'où est-ce qu'il nous sort des espèces de complètement? Ah là là, non, c'est impossible. On ferme le débat tout de suite, vous verrez. Oui, il y a une gotte loli dans Apossims, mais vous verrez, c'est plus compliqué que ça. Avançons. J'ai dit juste une phrase, je voulais pas. T'as tué le game, mec. Ne t'inquiète pas, Kaneda. Je ne crois pas que j'aurai réellement besoin de ton aide si ça ne te dérange pas. Je pense plutôt que c'est toi qui auras besoin de la mienne. Quand tu voudras un coup de main, appelle-moi, mon vieux. À qui crois-tu parler? Fais gaffe à ce que tu dis quand tu t'adresses à moi. Ah, c'est comme ça que tu réagis quand la roue tourne, hein? Tu ne supportes pas. C'est moi le roi maintenant. Tu m'entends, Kaneda? Tu as compris? Akira est dans le top. Pourquoi on a choisi Akira? Parce que c'est Akira. Parce que c'est Akira. Parce qu'il a une grosse moto rouge.
Voilà, Akira, de quoi ça parle? Akira, c'est un monde fucked up. Voilà, c'est ça. 1982, explosion à Tokyo. T'as tendance à dire post-apo et en même temps je me dis apo. Tu vois, je vois même plus la différence entre post-apocalyptique et juste apocalyptique. Tu vois, je vois plus trop. Oui, la parce différence. que donc 1982, explosion à Tokyo, arme nucléaire, 3ème guerre mondiale, tout ça. On se retrouve donc en 2019, dans un an. C'est chaud patate les gens. Année au Tokyo. C'est les Jeux Olympiques bientôt. Ouais, c'est l'année prochaine. Ouais. Ça marche pas. Et tu sais que le prochain manga de Urasawa, enfin le nouveau manga là qui vient de sortir de Urasawa, commence par une scène en 2020. 2020, JO, explosion. C'est parti, on commence. Voilà, ça c'est le nouveau manga de Urasawa. Bref, allez, on revient sur Akira. Akira, de quoi ça parle? Donc, explosion à Tokyo, arme nucléaire. On arrive à 2019 l'année prochaine. Néo Tokyo, une mégalopole corrompue, questionnée par des bandes de jeunes motards drogués. Et une nuit, l'un d'eux, c'est vrai, ne rigole pas. Une nuit, l'un d'eux, Tetsuo, qui a un accident de moto en essayant d'éviter un drôle de garçon, qui a vraiment une drôle de tête, et qui se retrouve un petit vieux garçon. C'est ça. Et qui se retrouve capturé donc par l'armée japonaise. Il va être victime donc de plein de tests dans le cadre d'un projet militaire. Et il va acquérir de nouveaux pouvoirs. Et ensuite, il va notamment vouloir s'imposer comme leader des junkies motards. Au grand dame de Kaneda, qui sera pas content. Parce que Kaneda, il veut sa moto. Et il a une moto rouge. Kaneda, c'est lui qui a la grosse moto rouge. C'est Kaneda. Et en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui ont confondu Kaneda et Akira. Et Akira. Bah oui, Akira, c'était. Parce qu'il y a Akira et en fait. Il apparaît pas vraiment dès le début, quoi. C'est clairement. Non, Akira, il apparaît pas. C'est clairement un des mangas pour lequel c'était le plus simple à placer dans ce top et le plus compliqué à faire juste 5 minutes dessus. C'est une galère parce que c'est des souvenirs pour chacun de nous, que ça soit découverte en anime, découverte en manga. Dans tous les cas, ça a été une claque. Ouais. Et c'est une claque qui est tellement jeune, qui a été tellement pas physiologique mais épidermique, tu vois, que c'est vraiment dur à expliquer en 5 minutes. Moi je l'adore. Moi je suis team Tetsuo, moi. Au pire, ce qu'on fait, c'est qu'on en parle quasiment pas. On dit juste c'est Akira, lisez-le. De toute façon, c'est Akira. Je suis sûr qu'il y a plein d'articles des Inrock, de Télérama et qui seront plutôt pas mal foutus. Oui, je pense que d'ailleurs c'est le seul manga où tu pourras trouver autant d'articles sur dessus. Mais Akira, c'est malgré tout encore assez difficile de rentrer dedans, je trouve, aujourd'hui. Je me demande si c'est pas un manga qui a quand même qui accuse les années. Qui commence à faire son âge. Ah oui. Moi je sais pas, d'un point de vue design, je trouve pas. Moi je trouve que ne serait-ce que d'un point de vue design, d'un point de vue narration, d'un point de vue des thématiques abordées, enfin je pense que c'est un manga qui reste. Ok. Moi là où je suis d'accord qu'il est intemporel. Il est intemporel parce qu'en plus. C'est pas un futur si éloigné que ça qui nous est dépeint. Donc tu sais, il y a pas ce risque de tomber dans un truc ringard. Genre limite la moto de Kaneda, elle est pas toujours stylée, elle est toujours classe, tu vois. Elle sonne pas comme. Et pourtant ils l'ont reproduite à l'identique. Elle est pas comme la voiture de Robocop, si tu veux. La voiture de Robocop maintenant. Elle reste la voiture de Robocop. Non mais tu vois, il y a des designs qui vieillissent. Et là il y a un truc qui. Et la DeLorean. La DeLorean. Elle est toujours pas. Ouais, mais elle est rétro-futuriste. Oui, elle était déjà ringarde à l'époque. Mais le truc d'Akira, c'est que c'est encore une fois un univers monde. Et un manga monde, un manga école. Monde. Enfin, genre. Et ça va être très compliqué à 4 d'expliquer. Tous les mangas. Enfin, là, on parle de science-fiction, mais c'est un manga qui de toute façon compte tellement dans le manga. Oui, ça dépasse la science-fiction. Ça dépasse la science-fiction. Le manga, ça dépasse la science-fiction. Moi, je veux dire, j'ai encore rencontré la semaine dernière un auteur de BD, mais vraiment vieille école, tu vois. Un auteur à l'ancienne, lui et sa femme, tu vois. Et je leur parlais manga, je disais que j'aimais bien ça, et direct ils m'ont dit Akira. Et c'était vraiment genre, tu sais, ça m'a étonné, tu vois, qu'ils me citent Akira direct. Mais tous les dessinateurs du monde, tous les dessinateurs de BD c'est du un monde, alpha et un oméga. ont vu Akira et ont fait. En même temps, Otomo, il a jamais réussi à s'en dépêcher. En revanche, je trouve qu'aujourd'hui, l'animé a pas super bien vieilli. Ah, peut-être, je l'ai pas revu depuis le film. Moment, bah, moi, j'avoue que j'ai découvert Akira via le film, que j'ai pas revu depuis longtemps, effectivement, mais moi, je l'ai revu il y a un ça mois. m'a tellement soufflé à l'époque que. Le rythme est lent. Il y a un problème de rythme. Et j'avoue que peut-être j'ai pu m'endormir à un moment donné du film. Ouh là là, le papy. Voilà, on va finir là-dessus. Avant Akira, ça. Donc Akira, c'était une évidence. Le suivant est moins une évidence puisque c'est Gantz. On voit la tour de Tokyo là-bas. Cherche pas, y a rien qui s'ouvre. On est enfermé.
C'est quoi ici? Un hôpital? J'en sais rien. Un train nous a écrasés, non? Oui, je crois. Mais on est vivant? C'est comme nous tous ici. Moi, c'est une voiture qui m'a percuté. Ah oui? Et vous savez où on est ici? Au paradis. Version 2 pièces, salle de bain. Oui, mais rien ne nous dit que vous avez raison. C'est une possibilité, c'est tout. Ça pourrait être autre chose. Qu'est-ce que tu crois? Une possibilité, je sais que je suis mort. Gantz qui est le plus moderne de tous, un des plus modernes de tous ceux qu'on a choisis, l'un des plus modernes. Ouais. L'un des plus, ouais. Ouais, Gantz, c'est aujourd'hui, c'est le quotidien japonais. Après, je sais pas comment il fait, comment il travaille. Mais je pense qu'il a beaucoup utilisé l'ordinateur au niveau du dessin. Oki a un des ateliers les plus modernes du Japon aujourd'hui. Ouais. Dans le manga par rapport par rapport au décor. Il ne travaille quasiment que sur photo. Ouais, voilà, c'est ça. Très réaliste. Tout est réaliste. Pour les décors. Ouais. Pour les décors, ouais. Tout est sur photo. En fait, il travaille comme le compositing dans le cinéma. Ouais. Tu sais, quand on voit des gens sur des fonds verts, images, etc. Ouais. Lui, il fait ça. Il fait du motion design, mais version manga, 3D, quoi. Voilà. Et c'est un des ateliers les plus modernes du Japon, si ce n'est le plus moderne et le plus pointu. Bah, pour moi, je trouve que du coup, ça apporte la froideur qu'on demande à la science-fiction. Ça, parfois. Et ça nous met dans un quotidien qu'on connaît par cœur, puisque comme il travaille que sur des photos. Ouais, c'est hyper réaliste et c'est palpable. Mais... Je suis pas d'accord que la science-fiction nécessite de la froideur. Non, la science-fiction nécessite de la froideur, de la chaleur. Gunn prouve que ça nécessite aussi de la chaleur. Enfin, la science-fiction nécessite ce que tu voudras mettre dedans et ce que tu voudras prendre dedans, on va dire. Oui. Mais j'avoue qu'il a un côté photoréaliste qui est qui t'amène, qui t'ancre vraiment dans la réalité. Et que ça soit Gantz, que ça soit Lastiro Inuyashuki, il a cette capacité à te transposer dans une réalité que tu connais. Et attendez de voir Gigante. Ouais. J'ai pas lu Gigante. J'ai pas d'infos. Mais il y a de grandes chances qu'il sorte en France l'année prochaine. Que ça arrive. Que ça arrive vite, en tout cas. Bah, on a quand même une idée de Gigante qui est son prochain manga. Le pitch de Gigante, ouais. C'est une actrice porno qui devient géante. Et qui du coup règle un peu ses comptes. Et qui règle ses comptes. Et qui se retrouve en binôme avec un lycéen fan de cinéma. Porno. Non, tout court. Est-ce que le lycéen la contrôle? J'espère pas. Non, mais parce qu'il y a un film hollywoodien qui est sorti cette année qui était un petit peu comme ça. Non, sauf que c'était Godzilla, tu vois. Il y a une bande dessinée aussi française qui s'appelle Lorna. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'était du dessinateur Bruno. Qui a fait ensuite Tyler Cross, enfin récemment son gros succès c'est Tyler Cross. Et donc l'histoire c'était un peu ça, c'est un truc très tarantinesque. Et à la fin, il y a un vaisseau spatial. J'aime pas cette expression. Un vaisseau spatial géant qui ressemble à une meuf à poil qui détruit tout. D'accord. Et ça m'a fait penser à ça. Là, voilà, c'est juste le personnage qui est atteint de pouvoir de gigantisme. Qui va donc, évidemment, exploser son petit ami qui était vraiment pas du tout sympa. Bon, bah, Gantz. Commençons donc, déjà par Gantz. Alors, juste pour finir, puisque du coup, on parlait de technique, Oki est allé sur des tournages de films pornographiques, a interviewé plusieurs actrices de films porno au Japon, etc. Il allait filmer, prendre des photos pour pouvoir reproduire parfaitement. C'est japonais. Non, voilà, il a fait toutes les recherches jusqu'au bout. On parle de Gantz. Alors, Gantz, qui est le manga qu'on connaît, qui est disponible en France, qui est réédité en ce moment chez Delcourt Tonkam. Ouais, d'ailleurs, je crois que c'est la fin de la réédition. Là, je crois qu'on arrive au bout. Gantz, c'est l'histoire d'un lycéen qui se retrouve heurté par un train. Et bah il meurt. Voilà. Non mec, il se retrouve pas heurté par un train. Ouais, mais c'est que je vais pas raconter toute l'histoire non plus. Il aide un pote et il se retrouve bref. Bon, mais au lieu de mourir et de quitter le monde qu'on connaît, il se retrouve dans une pièce entourée d'inconnus et d'une sphère noire. Une sphère qui leur ordonne de lutter contre les extraterrestres en échange de points, des points qui pourraient normalement leur permettre de revenir à la vie. Et voilà. Et à nouveau, les petites combis moulantes et les gros flingues. À nouveau. Comme dans Ghost in the Shell, comme dans Appleseed, comme dans Gup. C'est la science-fiction. Ouais, c'est la science-fiction. T'as regardé les gens dans la rue? Tout le monde porte des habits moulants, des combinaisons.
Non, mais pas c'est surtout encore en que cuir, lui mais- a un attrait assez clair pour les formes. Pour Oui. les formes féminines. Pour je le pense que. sexe. Oui, pour le sexe et pour les formes féminines. De Ouais. toute façon, je pense que c'est quoi? C'est dans le premier ou dans le deuxième chapitre? Tu vois une fille à moitié nue directement. Ouais, Ah dans oui, le oui. premier tome, t'en Ah verras oui, dans une le en tout premier, cas. oui. Voilà, c'est ça. Tu vois même une scène Ah ouais, un légèrement peu. dérangeante avec petite tentative de viol, avec un chien qui met sa truffe entre les cuisses de la fille qui apparaît. Oui, bah ça arrive, hein, ça va. Voilà, ne va pas plus loin. C'est pour ça que j'ai laissé 3 petits points C'est exactement auditifs. ce qu'on a Tu dit au les- chien. Tu les entendras. Imagerie ultra marquante malgré tout dans Gantz. Complètement. Et on retrouve des choses qu'on n'a pas forcément dans les autres mangas. Tu sais, cette partie compétition, cette partie télé-réalité. Bah, le jeu. Mais qui se... Le jeu, ouais, Oui. c'est points à obtenir au Ouais. final. qui se découvre au fur et à mesure du récit parce Ouais. que moi oui. Gantz pour moi ça reste vraiment une claque dans le sens où c'était une époque où on lisait beaucoup de shonen avec mes potes, on allait à la Fnac, on chopait des shonen des tomes 1 tu vois, et un jour on s'est dit vas-y viens on lit un truc un peu plus Oh, adulte, tu vois. level up. Moi j'ai lu Gantz et mon pote il a lu Chobit. Oh Et putain. tu sais, on a fini chacun notre tome, tu vois, et on s'est dit genre ah ouais, non, c'est trop tôt. C'était pas le moment, tu vois. En Et même vrai, temps, Chobit, c'est aussi de la SF. Hein. On ah l'a mais oublié. oui, c'est de la SF, mais alors avec un côté sexualisé beaucoup plus. Mais Oui. tu sais, je me souviens Enfin, vraiment de ce moment où on s'est dit trop tôt. Je vais retourner lire Bleach. Mais il y a vraiment ce côté, bah alors que moi j'adore dans Lost, c'est tu débarques dans un univers. Tu Mais ne tu sais peux- pas ce qui se passe. Non. Tu ne sais absolument pas Et ce qui au se même passe. titre les héros non plus. que Lost, la fin de Gantz a énormément fait parler. Bah parce qu'elle est un peu figée quoi. Elle est ouais, un peu, mais un peu pas de la rigide, même quoi. manière. Elles Non, ont pas fait parler de la même manière. Elle est très rigide. Alors que la fin de Lastiro et no Yashiki, sa série suivante, Ouais. est bien moins rigide. Voilà. Parce que c'est en plusieurs. Enfin, en peu de tomes. 10 tomes, Lastiro. Ah oui, d'accord. Non, j'étais restée sur 4 ou 5. Non, tu vois, c'est 10 tomes. Et donc là, Gigante, bon, on va voir ce que ça donne. Et voilà, j'ose Mais espérer que honnêtement, ça va sortir l'année prochaine. En termes de SF bagarre, Ah ouais, je reviens il se avec pose ma là, thématique hein, de quand SF même. bagarre, mais ça se pose là tellement bien. Ouais. Et en plus, réflexion sur le divertissement au global. Bah, du coup, ancré C'est- dans le réel c'est aussi, quoi. vachement- Enfin, mais ancré c'est dans- hyper. dans Enfin, l'actualité, quoi. C'est ancré dans le réel parce que on va dire que t'as t'as la vision de ce qui se passe dans le monde réel et quand ils sont dans le monde de Gantz. Et là, c'est là que tout part en couille. Vous avez vu mon poireau, monsieur? On parle de recyclage, du coup, si tu me parles de légumes, moi je te parle de recyclage. Et on va parler de planète, mais non, mais évidemment. ça, c'est le Mais oui, c'est le du premier monde. méchant. Voilà. Moi, c'est resté Non, ancré mais dans il est ma génial. tête, quoi. Vous avez vu mon poireau? Ah, mais c'est c'est quoi ce affreux. truc bizarre, quoi? Lisez Gantz pour comprendre cette phrase. Vous comprendrez, vous me remercierez. 2068. Suite à l'accident tragique du vaisseau de tourisme Alner 8 qui a coûté la vie à de nombreux passagers, le problème des déchets en orbite autour de la Terre a attiré l'attention de l'opinion publique. Des débris de toute taille et de toute forme flottent dans l'espace terrestre et leur vitesse peut atteindre 8 km par seconde. Si un engin spatial entrait à nouveau en collision avec l'un de ces éléments, une deuxième catastrophe aurait certainement lieu. Pour éviter que l'histoire ne se répète et que cela n'entrave l'expansion aérospatiale, le ramassage des déchets cosmiques est devenu une nécessité de premier ordre. Parlons recyclage. Planète est évidemment aussi dans nos incontournables, dans nos 10 incontournables, enfin dans nos 10 et plus. Planète, c'est quoi? Ça suit le quotidien d'une équipe de récupération de débris spatiaux employée par Technopacorp, des éboueurs de l'espace, hein, en quelque sorte. Technoracorp, j'ai dit quoi? Technopa? Oui, bref. Technopacorp. Vous avez qu'à lire aussi. Ouais. On suivra en partie la vie de ces personnages et à travers donc les 4 personnages principaux se posent toutes les questions sur l'espace, les limites de l'être humain et les relations amoureuses. Ouais, mais c'est quand même. Enfin, pour moi, j'en rajoute. C'est un des plus faciles finalement à appréhender Planète. Parce que c'est des questions. Oui, c'est moins sombre, c'est vrai. C'est moins sombre, c'est des choses qui sont tangibles. C'est-à-dire, si tu pars dans l'espace, tu laisses des merdes derrière toi, faut que quelqu'un range. Et si ça range pas, ça commence sur
un accident de l'espace, une navette qui décolle, qui se prend un débris et qui crée 320 morts. Et c'est déjà le cas là, à l'heure actuelle, autour de la Terre, il y a déjà énormément de débris spatiaux. Au point qu'on est en train d'imaginer un code civil pour l'espace. Voilà. Et je pense que ça anticipe toutes ces questions-là de nouvelles frontières, de nouvel espace, de nouvelles technologies concernant l'écologie. C'est-à-dire que en fait, les personnes dans Planète sont allées conquérir la Lune et Mars parce qu'ils cherchaient une nouvelle source d'énergie. Et on en est là, nous aussi. Les énergies carbone, tout ça, c'est tous les jours en tête des journaux. Et ils posent la question, c'est je crois en 90. Planète, où il pose encore une fois la question de qu'est-ce qu'on va faire nous humains, et là où c'est très moche. On va être très clair. C'est pas moche. C'est pré-viking. En fait, non. Tout ce qui est humain est moche. C'est-à-dire les visages, les expressions. Mais il faut signaler que c'est l'auteur de Vinland Saga. Oui, voilà, c'est vrai. Mais tout ce qui est mécanique, toutes les machines sont vraiment très très bien faites. Et il y a quand même de l'émotion parce que les personnes sont là, pour imaginer, pour créer leur vie dans l'espace. Et c'est toute la question, est-ce que l'homme a quelque chose à faire dans l'espace? Et il y a une évolution, ceci dit, au milieu de l'histoire à peu près. Oui. Où là on change un petit peu de paradigme et on switch la mission vers Jupiter. Oui, et c'est très intéressant aussi de voir à la fois, donc c'est en 4 volumes. Et pour le manga, et il y a une adaptation très très bonne à faire en animation qui est vraiment très très bien faite. Mais c'est une des fresques les plus écolo de la science-fiction dans notre sélection. Mais je pense qu'il y a un truc intéressant aussi dans Planète que moi j'ai ressenti, c'est ce côté la SF du quotidien un peu, tu vois, genre finalement ça parle. Qu'est-ce que tu fais quand tu veux fumer dans l'espace? Ouais, voilà, Qu'est-ce que tu veux faire quand tu as un chien dans l'espace? Ça parle de tout ce que Julie a dit, tous les grands enjeux écologiques effectivement qui sont décrits dans Planète sont finalement montré à travers quelque chose de très quotidien et très humain, et c'est ça qui est vachement intéressant. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de scènes où tu te dis ah c'est sur Terre, et en fait non, c'est sur la Lune. Genre en fait la Lune c'est devenu une deuxième Terre, une autre région. Et il a réussi un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'il a dépassé son japonisme. C'est qu'il intègre des personnages d'autres cultures. Oui. Bon, sauf qu'à la fin, il faut dire quand même, les personnages principaux sont japonais. Oui, mais ce qui est le cas dans les missions dans l'espace, c'est toujours plusieurs nationalités qui parlent entre elles. Bon, les films américains, effectivement, à chaque fois, c'est plusieurs nationalités, mais le héros, il est américain. Et Valérian et Laureline, tu vois. Ils sont français. Évidemment. Vous ne savez pas à quel point Alpha est important pour moi. Il doit être parfait. Et cette couleur, qu'est-ce que ça veut dire? Alpha doit être blanc, pas noir ou bleu, parce qu'il symbolise la justice. Et comment peut-il être Alpha sans emblème? On le reconnaît grâce aux ailes de la liberté. Ce n'est pas un Alpha s'il ne porte pas ses ailes. Manga suivant, il est question de Z-Man. Oui. Z-Man, c'est autre chose. Ça n'a absolument aucun rapport avec Planète. Pour le moment. Ah non, mais là, il y a bagarre quand même. Hein. Non, mais je pense que c'est peut-être le moins SF de notre sélection. Quelque part. Moi, je pense que c'est peut-être le plus hard SF de notre sélection. Ah ouais. Z-Man, c'est un manga de Katsura. Ça se passe dans le Japon contemporain. C'est un manga qui voit se réunir deux garçons qui n'ont aucun lien de prime abord. Jin, qui est un garçon pauvre qui vit en autarcie avec son grand-père, et il se fait embarquer pour ses performances physiques hors du commun pour le tester dans un plan appelé le Z. D'où le Z-Man. C'est plutôt logique. Qui Ouais, c'est un plan qui essaye de faire en sorte d'en faire un surhomme. Ah oui, voilà, évidemment. Mais même lui qui a déjà des bonnes, un bon potentiel. Et à côté, il y a donc Koga, le futur héritier de cette entreprise qui fait tous ces tests, qui lui rêve de devenir un justicier. Et ces deux garçons seront donc réunis. Voilà, à peu près pour le à peu près. Base, à peu près. Au milieu, il y a un tueur en série, donc on a un petit côté thriller. Il y a des monstres, donc on a un petit côté fantastique aussi. Il y a des méta-humains. Et il y a toute une partie sur le sens de la justice.
Il y a quasi que des méta-humains. Il y a quasi que des méta-humains, c'est vrai. Puis il y a toute la partie voilà, sur le sens de la justice. Chacun voit la justice à sa porte. Oui, ou là où il a envie de la voir. Je disais que c'était le moins SF parce que c'est probablement le manga où Katsura voulait mettre le moins de SF et là où il en a mis le plus finalement. Ouais. Bah, oui. C'est le plus technologique de ces mangas. Et en même temps, je sais pas, j'ai du mal à me dire qu'il est si pointu que ça, ce manga, et en même temps, oui, il est pointu. Il est en termes de technologie, de notes de bas de page, effectivement. Ça peut pas être un accident. Non. Ça peut pas juste être un accident. Mais c'est vrai que quand tu lis les interviews de Katsura sur Zetman, lui il est déçu. Lui il aime pas ce manga. Lui ça ressemble pas du tout à ce qu'il voulait faire. Ouais, bon après ça peut se comprendre, il y a plein d'œuvres où l'auteur est pas content et les lecteurs adorent ce qui a été fait. Moi je le vois vraiment comme dans l'œuvre de Katsura, je le vois comme une continuité de ce qu'il fait entre Wingman, entre DNA carré, tu vois. C'est pour moi c'est la face non rigolote de Wingman. Pour moi c'est vraiment la phase Sentai de sa bibliographie. Parce que Wingman, on est clairement sur de l'humour, de la comédie avec un petit fond de science-fiction. Ouais. DNA carré, on est sur du RMSF. Ça existe, ça, le RMSF. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, quand tu lis l'histoire, c'est l'histoire de DNA carré. C'est une fille qui vient du futur pour empêcher un garçon de développer le gène d'avoir trop d'enfants, de surpopulation, d'avoir trop d'enfants et de... Sauf que avant de développer ce gène, il ne supporte pas les filles et il vomit dès qu'il les voit. Voilà. Rajesh. Comédie. Alors Zetman, moi ça Rajesh, il y a pire que toi. Zetman, pour moi ça a toujours été un cas à part parce que tu sais, j'ai vraiment une sensibilité très forte avec ce titre que je rapproche de Berserk. Pour moi, Zetman, c'est le pendant SF de Berserk. Ah, la bromance qui part en couille, pardon. Bah ouais, non mais en vrai, il y a des accointances comme ça où on a vraiment deux persos qui suivent chacun leur chemin. Alors, c'est pas les mêmes chemins dans les deux séries, mais on va dire que t'as Jin qui est l'enfant pauvre, qui est un enfant clochard de toute façon au début, et qui a développé un sens d'aider son prochain. Un sens très pratique à ça parce qu'il voit la misère depuis qu'il est tout petit. Et on a Jin à côté qui lui se fait une représentation qui est basée sur les Sentai qu'il regarde depuis qu'il est petit et qui va donc utiliser la fortune de ses parents pour se créer des armures pour pouvoir devenir un super-héros. Donc c'est deux visions du super-héroïsme mais qui ne s'opposent pas. Donc alors c'est la différence de Berserk à ce niveau-là, tu vois, mais on a quand même deux visions du super-héroïsme mais qui ne s'affrontent pas spécialement, qui se complètent et en même temps je sais pas, j'adore ce titre. Par contre je le rapproche de Berserk parce qu'il y a vraiment des séquences qui sont malaisantes, comme quand on vous parle du sabbat dans Berserk. Eh ben je peux vous assurer, tant que vous n'avez pas lu le sabbat dans Berserk, vous savez pas. Tant que vous n'avez pas lu le tome 9-10 de Zetman, vous pouvez pas savoir ce que c'est le malaise, tu vois, le malaise du viol, de l'agression et compagnie. Mais tu sais, c'est le même niveau. C'est marrant parce que Zetman, donc c'est le manga que Katsura regrette le plus d'avoir fait comme il l'a fait. Tant pis pour lui, moi je regrette qu'il ait fait Wingman, c'est pas grave. Et en même temps, son premier manga, Video Girl Eye, que quelque part empreint de SF. Oui, quand même. Puisque c'est l'histoire d'une fille plus un truc qui sort d'une télé, partir d'une cassette vidéo, bref, tout ça. Et c'est le manga où lui voulait mettre le plus de SF et où son éditeur lui a dit non, la SF ça marche pas, fais une comédie romantique. Ok, alors j'ai une nouvelle idée, donc ouais, c'est ça, fais une comédie romantique. Non, mais j'ai une nouvelle idée. Ouais, fais une comédie romantique. Bon, bah voilà, ma comédie romantique, avec un peu de SF. Après, Zetman, donc, du coup, ça l'a tellement frustré que là, il a peut-être il a tout mis donné. plein de choses. Après, pour moi, c'est pas un manga parfait, mais comme Berserk n'est pas un manga parfait d'un point de vue narration, il y a des longueurs, il y a des parties où on comprend pas trop ce qui se passe. Mais, alors déjà, d'un point de vue dessin, laisse-moi te dire que c'est parfait. Mais je trouve que en termes de SF, et en plus, c'est le seul Sentai Seinen que je connais. Pour moi, il est indétrônable, tu vois, de ce point de vue-là, parce qu'il est tout seul. Le dernier de notre top. Et non des moindres. C'est un choix qu'on a fait pour avoir un manga récent, un manga actuel, un manga qui se termine juste en ce moment, qui est Fire Punch. C'est le Creed de la saga Rocky. C'est ça. Fire Punch, comment résumer Fire Punch? L'histoire d'un homme qui va être doté d'un terrible pouvoir.
Il brûle d'immortalité. Oh là là. J'aime bien cette phrase. Bah, il brûle, et il se régénère constamment. Et donc dans un monde post-apocalyptique, il va se retrouver embarqué dans une guerre qui le dépasse absolument. Alors que lui veut juste accomplir une simple petite vengeance. Il demande rien d'autre, juste une petite vengeance. Non mais il est quand même teubé, hein. Enfin, excusez-moi. Ah bah oui, mais c'est bien. Donc on a tout, hein. Quête d'humanité. Ouais. Méta-humain, méta tout court. Post-apocalyptique. Méta tout court parce qu'en fait on nous parle de séries et de films de science-fiction tout le long dans ce manga. Oui. C'est mais vraiment hyper référencé, enfin, les mêmes références que nous quoi. Bah, c'est un monde qui est très conscient du monde passé, on va dire. Des références pop culture passée, c'est un monde qu'on est très conscient et qui les cite. C'est pas un monde, mais il y a un personnage en particulier qui est très conscient et qui recadre à chaque fois. Et des références plutôt SF en général. Là, on va pas nous chercher des westerns, on va surtout nous chercher de la SF quand même malgré tout. J'avais pas fait gaffe. Non, pas que, mais beaucoup. Non, il y a du Die Hard, des trucs comme ça. Il y a du South Park, il y a du Die Hard. C'est pop culture. Mais de toute façon, on en a déjà parlé ici et on en reparlera sans doute. Effectivement, puisqu'il va se finir là au mois de janvier, on devrait en parler. Mais c'est un peu comme on a commencé en parlant de Gun où je disais que c'était une œuvre qui entrait dans le zeitgeist. Et pour moi, Fire Punch, c'est un peu le même cas de figure. C'est une œuvre maintenant qui entre complètement dans son époque et c'est assez impressionnant de constater ça aujourd'hui actuellement parce qu'à l'époque de Gun je m'en rendais pas compte mais là je m'en rends compte et c'est assez incroyable de se rendre compte de ça. Et on peut clairement commencer à imaginer et à se dire que effectivement on va continuer de parler de Fire Punch dans 10 ans. Ah bah, moi je pense bah là de toute façon il reste un tome, je crois que le dernier tome sort à la fin du mois là, quelque chose comme ça. Je suis tellement j'ai pas lu le dernier tome, je suis déjà tellement chaud pour savoir ce qu'il va faire après. Surtout je me dis mais ça va être Enfin, j'espère qu'il sera jamais adapté, quoi. Ou pas, peu importe. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme ingrédient dans Fire Punch? On a la religion, on a la fin du monde, la religion, le fanatisme, la manipulation des masses, le post-apocalyptique. Et après, on a une touche de fantastique. C'est compliqué de le classer en SF parce qu'il y a tellement de choses dedans. Il est en post-apo. Mais oui, c'est en gros, c'est un manga de post-apo, ouais, c'est clair. Avec une touche de fantastique. Voilà, juste pour les pouvoirs, tu vois, à la limite. Oui, parce qu'on sait pas une réflexion sur aussi tout ce qui est politique, enfin qui est assez intéressant, quoi. Mais Fire Punch, on va en reparler dans une émission entière. Il nous fallait un titre récent et c'était une évidence. Là, c'était une évidence. On n'a pas beaucoup débattu. Genre, si on doit débattre entre Dr. Stone et. J'adore Dr. Stone aussi, mais tu vois, en termes de type de SF. Mais de toute façon, on en avait plein d'autres, tu vois. Effectivement, Dr. Stone, il y a un côté Art Science. Origin, tu vois. Origin, j'adore Origin de Boichi, vraiment. Mais Origin, on a 2-3 tomes, tu vois. C'est trop chaud, c'est trop. En 2-3 tomes, Fire Punch était déjà loin devant, en vrai. C'est sûr. Et j'adore Origin, vraiment très fort, tu vois. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Levius, on a oublié. Enfin, on a oublié. On n'a pas mis Levius. Si tu veux de la bagarre robotique, c'est bien. Goldorak, Ishino, tous les bouquins d'Ishinomori, tu vois. Les héros de la galaxie, moi. Les héros de la galaxie, mais donc je parlais d'Ishinomori, le voyage de Ryu. Oui. Cyborg 009. Ça, c'est du culte aussi, au même titre que Astro. Les héros de la galaxie, là aussi, c'est moderne, mais voilà, en France, on a 2-3 tomes. Rétro-moderne. Et puis c'est adapté d'une série de romans. C'est adapté d'une série de romans des années 80. Terraform Mars, forcément. Moi j'avoue, c'est un peu mon chouchou, hein, Terraform Mars. Aïe. C'est un manga de bagarre sur Mars avec des cafards mutants géants. Ah mais en vrai. Et des cafards mutants géants, c'est cool. C'est de la bombe, hein, ce manga, c'est vraiment de la bombe. Moi j'avais un chouchou qui est Kokoku. Je l'ai pas lu encore. Entre SF et fantastique. Là aussi, la frontière est vraiment infime. Bah, du coup, Erased chez Kiyun. Erased, évidemment. C'est un très bon titre de voyage temporel. Bon, Evangelion, mais on a décidé de le mettre à part. Ça sera plus tard. Ça sera plus tard et ça sera à part. Et puis il y a tous les vieux, hein, les Albator, les Kutonoken. Non, ceux-là, on s'en bat les couilles. Désolé. Maman, désolé, je voulais pas dire ça pour Kutonoken. Tous ces mangas, effectivement, on a fait le choix, voilà, délibéré de les écarter. On a fait le choix d'en écarter beaucoup et d'en garder que les 10 dont on vient de vous parler là pendant 1 heure dans cette émission. J'espère qu'on vous a donné envie d'en lire certains.
Bah de lire les 10. Ou de relire certains. Ou de relire certains, c'est bien de relire aussi ces mangas. Et quand vous avez fait le bingo des 10, n'hésitez pas à nous prévenir. C'est ça, et surtout, sachez que c'est des mangas pour la plupart assez anciens et qui se retrouvent tous dans les médiathèques, bibliothèques. Ouais, vous pouvez les trouver. Et si vous avez le bingo des 10, vous gagnez un repas en privé avec Robin. Ils sont même tous commercialisés. Enfin, ils sont. Alors, oui, ils sont tous commercialisés et non, mais je parlais aussi par principe de gratuité, tu vois, dans la médiathèque. Parce que quand on les emprunte à la médiathèque, les auteurs sont aussi rétribués. Tout à fait. Ouais. Merci d'avoir écouté cette émission. Vous aussi partagez vos mangas cultes en science-fiction. Ah ouais, carrément. N'hésitez Moi, pas. je suis pour Il y en a avoir plein qu'on d'autres a références. oubliés, je suis sûr. Non, mais il y en a plein tout court. Non, mais juste savoir les mangas cultes des autres personnes, moi ça m'intéresse. Ouais, bah ouais, carrément. Hashtag 5DC sur Twitter, hashtag 5DC. Ranma 1,5 par exemple. Autour du manga. Faites le taire. Gon, on n'a pas parlé de Gon. On n'a pas parlé de Gon. Sur YouTube, n'hésitez pas à écouter l'émission précédente, à la playlist de la 5ème de couve et à mettre un petit like si vous avez aimé cette émission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous dit à très bientôt. Ciao, salut. Merci de nous écouter. On vous retrouvera, bande de bâtards.